Bonjour à tous, merci d'être là du coup pour cet épisode de podcast pour le sujet être junior dans la tech. Merci à tous nos invités d'être là. Je m'appelle Michael, je travaille à Zenica et je vais laisser les autres personnes présentes dans ce podcast pour se présenter. Moi, c'est Théo, je suis un collègue de Michael à Zenica aussi et je suis, un des représentants des juniors pour ce podcast et on en parlera un petit peu plus. Moi, c'est Johanna, je suis, aussi représentante junior des full stack et aussi représentante de, reconversion, professionnelle, voilà. Et moi, c'est Antoine, je suis, engineering manager chez Scaleway, Antoine Caron et aujourd'hui, apparemment, je suis représentant des plus juniors, mais je suis pas bien vieux quand même. Yes, c'est vrai. Déjà, pourquoi ce sujet est si important? Déjà, c'est parce que on a quand même l'impression que dans le contexte actuel, c'est quand même un gros sujet pour l'intégration des juniors dans la tech et encore plus en ce moment avec toutes les écoles pour les profils en reconversion. Du coup, on a Théo et Johanna qui viennent d'un profil, qui viennent d'une reconversion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à tomber dans l'informatique et dans la tech? Moi, alors, c'est pour être synthétique, le plus possible, j'ai eu un parcours précédemment où, j'étais vraiment pas je me plaisais pas dans mon métier, en fait. J'étais juriste fiscaliste et j'ai pris le temps, en fait, de voir si vraiment j'étais sûre que ça allait pas me plaire parce que je sentais un peu pendant mes études que ça me plaisait pas et heu et en fait, il y a 3 ans, je me suis vraiment posé la question de: «Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?» parce que j'ai vraiment eu un tournant et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique, en fait. C'était ouais, j'ai vraiment petit à petit, j'ai découvert l'informatique, d'abord, via, le l'UX design et puis j'ai fait ma première formation de développement, informatique et en fait, quand ça m'a plu, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire et que, ben, voilà, ouais, c'était un peu une évidence quand j'ai découvert le dev, voilà, pour moi. Quant à moi, j'étais doctorant en littérature et c'est une position qui n'est en fait pas très enviable, c'était et difficile et peu gratifiant, on va dire, heu et en fait, j'avais une certaine affinité pour l'informatique, personnelle. J'ai toujours été entouré de gens qui faisaient de l'informatique et je m'étais moi-même essayé à faire un petit peu, d'apprendre un peu à faire des algorithmes en Python. Ça m'intéressait ces questions de logique et puis au cours de ma formation, doctorale, du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais prendre des formations, de code», puisque c'était proposé. Donc merci à l'université, Lyon 2 et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit: «Mais je pense que je pourrais en faire un métier, qu'il y a des postes qui sont disponibles et que j'y arriverai, que c'est à ma portée et que, ça sera un travail et plus agréable à faire au quotidien et aussi, avec moins de précarité dans la recherche». Donc je me suis lancé là-dedans et ouais, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé au tout début quand vous êtes lancé dans la tech? Est-ce que vous avez dit que vous aviez suivi vos premières formations? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une grosse communauté là-dessus? Est-ce que vous avez participé à des communautés? On pourra en reparler, mais avec Antoine, on est pas mal là-dedans. Est-ce que vous avez trouvé que l'intégration pour des personnes qui étaient d'un domaine complètement à part, c'était quelque chose de très très simple ou est-ce que vous avez vraiment dû mettre un gros effort là-dessus? Hem, Moi de mon côté, j'ai pas mal, commencé à faire des trucs en autodidacte ou presque. Enfin, par exemple, les formations que je suivais, c'était des formations en ligne et j'étais à la fois entre ça et entre, mes proches à qui je pouvais demander des conseils et du coup, j'ai l'impression que la communauté est un peu entre les 2, mais en tout cas, au départ, ça a pas été un élément, important pour moi personnellement et j'y suis venu plus après, en fait. Moi, alors il y avait plein de questions, je sais plus. Heu,
qui m'a aidée, c'est ça, au début, c'est vrai que les formations, ça a été une première approche personnellement parce qu'en fait, comme je disais, j'ai mis le premier pas dans l'informatique avec, l'UX design et au départ, c'était un peu, quand j'ai commencé, ouais, je vais faire, l'UX design, j'étais à fond et en fait, quand j'ai découvert le dev, j'ai vraiment en fait, c'est très bizarre à expliquer, mais je me suis vraiment retrouvée dans le dev. Je pouvais bosser pendant des heures dessus et c'était enfin, vraiment, j'ai senti que c'était ça, qui me plaisait et donc j'ai ce qui m'a aidée, c'est pas enfin, la formation m'a aidée à mettre un premier pied, pardon, encore, je me trompe, dans le domaine, mais la communauté, ça m'a aussi beaucoup aidée. Je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite parce que ça prend du temps, de se sentir déjà à l'aise d'aller aux événements aussi parce que ça peut être un univers un peu masculin, au début c'est un peu enfin, faut vraiment réussir à s'imposer en quelque sorte, c'est pas évident, et il y a des communautés dans lesquelles on est plus ou moins à l'aise, je trouve et donc moi, ouais, vraiment la communauté, ça m'a aidée. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré des personnes qui m'ont soutenue et vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a, permis de continuer parce qu'en fait, j'ai eu plein de formations où les gens n'ont pas continué et le soutien de personnes qui sont dans le milieu, ça aide énormément, je trouve, à rester et à continuer. Enfin voilà, c'est un peu je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Yes, non, c'était très bien. D'un point de vue communauté, je crois que peut-être, Antoine, tu veux en parler, mais nous, on fait partie du coup de l'orga du Lyon JS. Et dernièrement, surtout là sur la dernière année, on a vu de plus en plus de juniors venir nous voir. Et du coup, bah, ça a vraiment été aussi un vrai sujet pour nous d'essayer de les intégrer au mieux, etc. Est-ce que tu as vu une vraie différence sur ces derniers temps là-dessus? Je pense que ce qui a pu changer, bah, déjà, c'est qu'on s'est ouvert sur les réseaux à accueillir d'autres personnes dans l'orga. Johanna nous a aussi rejoint dans l'orga de Lyon JS et ça a contribué parce que globalement, des événements et des associations, c'est des cercles de personnes et donc plus tu fais rentrer les gens dans le cercle, plus ça accompagne. Et puis, on a fait des événements en partenariat avec des écoles. On a fait de nombreux événements et ça a permis de montrer que l'événement était accessible, inclusif. En tout cas, c'est ce qui se veut, hein. L'association de l'OJS, en tout cas, dans nos principes, on veut inclure le maximum de personnes dans nos événements et de la diversité dans nos événements. Donc, c'est vrai que on a vu une belle évolution. Donc, c'est cool et je pense que c'est nécessaire et c'est aussi une des responsabilités des communautés. Bon, ça, c'est un avis, plus c'est une opinion plus qu'un fait, hein. Je pense que la responsabilité des associations et des meet-up de développement, c'est aussi de permettre à des gens de rejoindre ces communautés et d'être une porte d'accès qui peut être plus facile que l'emploi, qui est en ce moment, par exemple, est plus difficile. Ouais, parce que c'est vrai que justement je pense ça fait le bon rapprochement. Je sais que c'est quand même un truc, qui est pas mal regardé au jour d'aujourd'hui quand des juniors postulent dans des entreprises. C'est de voir aussi l'implication qu'ils ont dans les communautés, parce que du coup ça vient avec le fait que c'est des personnes qui ont plus tendance à faire de la veille et cetera. Est-ce que c'est un truc que tu regardes quand tu fais passer des entretiens de juniors? Est-ce que c'est pas là-dessus que tu vas forcément, creuser? Ah, en fait, la participation à des événements communautaires, elle est quand même, excluante parce qu'il faut avoir le temps, la capacité de s'y déplacer, d'être disponible. Donc pour moi, c'est pas un critère fort. C'est plutôt un bonus si la personne peut le faire, je trouve ça intéressant, mais c'est pas un critère de sélection. Si j'ai un profil junior qui candidate et qui participe à aucun événement communautaire, je me dis c'est pas un warning pour moi de me dire, bah, il y a pas d'événement, donc c'est no problématique. Mais par contre, je vais m'intéresser à la capacité à la personne junior à se dire: «Bah, tiens, comment je vais éveiller des sujets sur lesquels, j'ai à apprendre des thématiques?» Donc, j'ai eu des candidatures de gens qui lisent beaucoup ou qui regardent, pas mal qui écoutent des podcasts ou qui regardent pas mal de vidéos. Donc c'est des gens qui sont pas encore dans des communautés, qui le seront peut-être jamais, mais qui ont un certain éveil et une certaine curiosité à se dire: «Bon, ben, là, j'ai plein de lacunes, dans quel domaine je vais un peu, m'orienter? Où est-ce que je vais pouvoir aller chercher de l'information?» C'est plutôt ça que je vais rechercher sur les profils juniors.
OK. J'aimerais bien qu'on passe sur le côté plus, entreprise. Je sais qu'il y a, bah, du coup, Théo, tu es déjà, en poste depuis quelque temps. Johanna, je crois que tu es encore en train de terminer, certains projets d'études. Je ne sais pas si vous avez déjà des expériences dans des entreprises ou quoi? Et j'aimerais savoir, ben, selon vous, qu'est-ce qui est, nécessaire pour une entreprise pour bien onboarder un junior? Si vous avez eu des choses qui vous ont marqué en bien comme en mal, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ouais, moi, à Zenica, je n'ai fait qu'une mission qui dure depuis 2 ans dans un contexte qui est familier à certaines personnes qui sont ici. C'est chez Bedrock Streaming à Lyon, dans une équipe où ont pu travailler, Michael et Antoine. Je trouve que mon onboarding s'est super bien passé, donc j'aurais plutôt des retours, positifs à faire, et plutôt des enfin, je sais pas, des bonnes pratiques que j'ai vues qui m'ont servi et qu'on essaye de continuer à mettre en place. Hem, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est un cadre vraiment accueillant, c'est une mentalité, en fait. Moi, le manager qui m'a reçu au sein de ma première mission, enfin, au début de la mission, m'a dit: «En fait, Théo, tu prends tout le temps que tu veux. Genre, c'est important que tu participes à toutes les tâches de l'équipe». Dès le début, on m'a responsabilisé et on m'a dit par contre, je sais pas comment dire, genre on m'a donné les beaux côtés de la responsabilité, mais pas les mauvais côtés. Genre on m'a dit: «On te responsabilise, tu peux faire ce que tu veux, si tu veux monter en compétence sur des choses, ça sera toujours possible. Tu peux participer, au monitoring, tu vas faire les tâches de développement, tu participes à la review, tu participes à tout et par contre, bah, tu prends ton temps, tu peux te tromper, tu peux, échouer et en fait, ben, on m'a directement dit, je sais pas, genre si tu as besoin d'une demi-journée pour faire la review de quelque chose que tu comprends pas, bah, tu peux prendre ce temps en fait. On n'est pas, tu pas là pour produire, dès le début, comme un dingue. Quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on m'a dit la moyenne en général d'un onboarding pour qu'un dev soit autonome, alors sur, une stack qui est très particulière, donc c'est pour ça que le temps d'onboarding est long, mais on dit c'est 6 mois et plus pour un enfin peut-être un peu plus pour un junior, un peu moins pour quelqu'un qui a plus de seniorité, mais quand même, même les gens qui arrivent et qui sont seniors, ils doivent, prendre du temps donc je pense que c'est une boîte qui a une très forte culture des onboarding, pas que pour les juniors et ça se ressent, mais du coup, ça profite énormément aux juniors, je dirais. OK, Donc ouais, donc tu es quand même tombé dans un cadre, où les gens, je pense, étaient peut-être, habitués à onboarder des gens. Je pense que c'est un truc qui est ultra important et malheureusement, je pense que c'est pas, pareil de partout. Toi, par exemple, Antoine, je pense que tu as l'habitude, c'est pas enfin, tu as déjà onboardé pas mal de personnes, des juniors, des personnes moins juniors, peut-être des gens qui viennent de reconversion, des gens même qui sont en école pour des stages et tout. Si tu devais, donner tes conseils sur, ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que ça serait? Ben, en fait, cette opinion, hein, parce qu'on va parler d'opinion, de ce que j'aime bien faire pour onboarder des profils, juniors, il s'est construit avec des années, avec des succès, mais aussi des échecs, hein. J'ai pas réussi à onboarder, toutes les personnes que j'ai eu à onboarder dans ma carrière. On va dire que maintenant déjà, je pense que le conseil, c'est que c'est nécessaire dans les équipes d'onboarder des profils juniors. C'est de la responsabilité de toutes et tous d'inclure des nouvelles personnes dans la tech. Parce que si on arrête de le faire, par, souci économique, ou même en se disant c'est temporaire, bah, en fait, on ne crée pas une nouvelle génération de personnes qui connaissent ces technos et qui manipulent ce genre de produits ou d'objets ou qu'importe dans la tech, c'est très varié. Donc c'est une nécessité. Donc il faut déjà se dire ça dès le début, c'est qu'on a une responsabilité dans les équipes. C'est pas une contrainte ni une opportunité de faire des économies, enfin voilà. C'est pour toute entreprise, on a notre responsabilité à le faire. Ensuite, c'est, l'erreur que j'ai fait au début, c'est de dire aux gens que j'accompagnais: «Tu me déranges quand tu veux, viens me voir quand tu veux, je t'aiderai». Alors ça, c'est horrible parce que, j'ai mis longtemps à comprendre que ça part du principe que la personne, elle va venir te déranger pour te poser des questions. Alors, bah, du coup, elle va jamais vouloir le faire. Du coup, tu te dis que tout va bien, en fait, ça va pas. Tu fais des points, tu dis: «Ah, mais tu m'as pas appelé, tu es bloqué». «Oui, mais je voulais pas t'embêter, tu avais des trucs à faire». Donc maintenant, je change de je change de posture. Je dirais que je vais, proposer du temps proactif, planifier du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un profil issu de reconversion dans mon équipe et je lui affecte du temps dans le calendrier qu'on se book, qu'on se réserve et sans propos, sans thématique. C'est-à-dire, c'est du temps où on a un meeting, et on fait les encours, quoi. Si c'est une review, c'est une review, si c'est du dev, c'est du dev, si c'est expliquer,
c'est quoi TLS ou HTTPS, bah, c'est ça, quoi, tu vois. Et déjà, ça a changé la posture. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est sur des profils juniors, plutôt que de se dire on est disponible, c'est quelle est ma capacité chaque semaine à accompagner un profil junior. Combien de temps je suis prêt à donner à quelqu'un. Et je trouve que ce serait beaucoup plus concret aussi pour des profils qui candidatent, c'est-à-dire bah, moi, je suis prêt à prendre quelqu'un qui va pas auquel j'ai pas d'attente de production énorme, mais auquel je vais être capable d'engager, je sais pas, 2 fois 1 heure dans la semaine et j'aurai pas bien plus, mais je vais bien le faire ces 2 fois 1 heure. Ça, c'est mon premier conseil et le deuxième conseil que je donnerais, c'est, se dire, ben, heu, l ça va prendre du temps. C'est-à-dire que les gens qui ils sont issus de reconversion, ils ont souvent des bootcamps qui sont relativement rapides où tout est accéléré et si on se reprojette dans nos parcours, personnels, on voit bien que, sur mes premières années, j'ai mouliné, j'ai galéré parce que j'étais en apprentissage de mon métier et clairement aujourd'hui on met dans la case junior des gens qui découvrent le métier, des gens qui ont, quelques années de pratique mais qui sont pas encore confirmés. Du coup, aujourd'hui je qualifierais plutôt des profils apprenants et des profils juniors. C'est-à-dire des profils apprenants, c'est des profils auxquels il faut investir du temps, encore activement et puis des profils juniors, c'est des profils où on a moins la nécessité d'affecter du temps par semaine et c'est plus, bah, je suis apprenant, mais je suis apprenant de moi-même et maintenant je vais venir solliciter des autres, quand j'en ai besoin. Et là, tu vois, j'ai 2 typologies dans mes équipes, j'ai des juniors et des apprenants. Je trouve que c'est bien de se faire cette frontière-là, de se dire, il y a des gens qui vont avoir besoin du temps actif et des gens où il y a plus ce besoin-là, mais il y a encore une période d'apprentissage, nécessaire. Donc ouais, ça c'est mes deux conseils qui sont construits, pavés, de succès et d'échecs. Ouais, mais oui, et puis ça me fait, parce que du coup, Antoine a été mon tech lead pendant quelques années et c'est vrai que ça m'avait, marqué parce que tu avais une petite gimmick, la gimmick du sabiche et c'était un truc qui était, très, très important dans les équipes parce que en fait, généralement, on a du mal à aller voir les personnes plus expertes et on a peur et encore plus quand on débute dans notre carrière de nous dire, «Je suis sûr, c'est un truc trop simple et genre je suis censé le savoir, du coup, je veux pas aller demander» et du coup, on reste souvent enfermé sur nos trucs et Antoine, du coup, naviguait dans l'équipe et souvent venait derrière toi, il disait: «Ouais, ça biche» et généralement, quand un sabiche arrivait, un problème arrivait derrière. C'est que la personne avait généralement quelque chose à demander et ça permettait de débloquer ce truc-là. Donc c'était super intéressant. Donc je pense que c'est un truc qui est ultra important et je sais pas, est-ce que c'est des trucs que vous avez, cherché à avoir quand vous avez passé des entretiens dans les entreprises que vous cherchez? Est-ce que c'est un des réflexes que vous avez, c'est de demander comment se passe l'onboarding des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir des personnes en reconversion, des juniors, pour, savoir s'ils vont vous laisser, complètement abandonner ou pas? Oh oui, j'ai pas passé énormément d'entretiens, mais c'était une question super importante pour moi. Enfin, parce que, bah, c'est la question qui me concernait le plus directement. Quand j'arrive à un entretien, je dis: «Bah, bonjour, c'est ma première expérience professionnelle, dans le monde du dev». Bah, en gros, enfin, moi, je dois vous convaincre que je suis prêt à apprendre le job, mais par contre, ben, il faut aussi, que je montre que je m'engage dans quelque chose, mais que je demande quelles vont être les conditions, quoi, dans lesquelles je vais m'engager. Est-ce que, enfin, si vous me prenez pour me lâcher, dans la jungle, ça me va pas, quoi. Donc ouais, c'était super important de demander et même, enfin, j'ai fait des entretiens, pour, par exemple, trouver un travail, puis ensuite, une fois que j'étais consultant pour, trouver des missions et dans tous les cas, c'est une question, super importante, quoi. Heu Ouais, bah, ouais, clairement. Je sais pas si Johanna, toi, tu as eu un Ah, j'allais dire, que c'est ça va être bizarre, hein, comme réponse, mais c'est le type de question que j'ose pas poser parce que, étant donné qu'à chaque fois que j'ai des entretiens actuellement, on me dit: «On ne prend pas de junior», du coup, il y a vraiment cette peur des entreprises de se retrouver avec un junior à accompagner pendant des heures chaque jour et vraiment, c'est un truc que je trouve qui est très, très, ancré parce que, enfin, j'ai eu des refus parce que la personne a eu peur de, je sais pas combien d'heures elle imaginait, que ça allait prendre par semaine. Mais voilà, enfin, c'est chacun,
chacun travaille différemment et c'est peut-être pas énormément de temps. Finalement, Antoine parlait de 2 fois 1 heure par semaine. Ça peut convenir à, je pense, beaucoup de personnes. Ça peut être suffisant d'être accompagné de cette manière-là. Donc voilà. Mais je trouve enfin, je suis d'accord avec ton inquiétude et je trouve que poser la question, ça permet ça permet aussi de résoudre, en fait, cette inquiétude. Parce que si tu dis: «Comment vous allez m'accompagner?», tu peux aussi te mettre d'accord pour dire: «Bah, j'ai besoin d'accompagnement, mais j'ai pas non plus besoin qu'on soit, collé à moi toute la journée», en fait. Et c'est parce que je pense qu'en effet, quand on fait un entretien en tant que junior, enfin, il peut y avoir des fantasmes, en fait, chez les recruteurs, de dire: «Ah bah, junior, OK, attention, profil, je sais pas du tout combien», ça c'est ce que tu disais, «Combien de temps ça va me demander, ça va demander à mes équipes?» Et en fait, en posant la question, bah, tu crèves l'abcès, en fait, en quelque sorte. Et à la fois, tu montres que, bah, t'es pas naïf ou naïf, quoi. T'es bien au courant qu'il va falloir de l'accompagnement, mais en même temps, tu permets de circonscrire ça, quoi, et de dire: ça va pas non plus, être, il faut être faites 10 heures avec moi tous les jours, quoi». Donc je trouve, enfin, je comprends vraiment qu'il y ait cette inquiétude, mais je trouve poser la question permet de se responsabiliser et même de rassurer son interlocuteur, quoi. Et à la mécanique d'avoir du temps actif à accompagner des gens, juniors, d'autres personnes qui sont seniors m'ont dit: «Oui, mais j'ai déjà entendu un contre-argument de: «Ouais, mais tu sais, moi, quand j'ai, commencé, il y a personne qui m'a donné du temps, j'ai galéré pendant 2 3 ans et voilà, j'ai» voilà. Donc ça, c'est un magnifique, biais du survivant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une personne qui a réussi à survivre à un parcours du combattant, que tout le monde a la nécessité de devoir passer par cette épreuve. Je pense que c'est pas, comme ça qu'on va avoir une tech, diversifiée et inclusive. Le but, c'est pas de faire une sélection, mais c'est d'accompagner des gens et donc clairement aujourd'hui des profils qui apprennent la programmation, qui sont pas à l'aise, même avec, le langage au départ, oui, les premières semaines, ce qui va se produire, c'est pas énorme, mais voilà, il faut se remettre en contexte de la nécessité des contextes d'équipe. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un de productif? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un de productif, bah oui, vous cherchez pas quelqu'un de junior, mais vous avez la responsabilité dans l'équipe d'onboarder quelqu'un aussi. Ça c'est un investissement, pour l'économie de la tech et pour vos équipes aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez pas formé. J'ai encore eu un alternant il y a quelques années. Bah oui, au début, on n'attend pas quelque chose de productif, mais on voit qu'en investissant du temps et de l'énergie, la personne peut progresser, quoi. Et puis après, faut pas oublier non plus que généralement, les personnes qui vous disent ça sont aussi, enfin, ont peut-être tendance d'ailleurs à l'oublier, mais sont aussi passées par cette phase de junior. Et la preuve, c'est ils ont réussi à monter et à sortir de ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et ça s'entend beaucoup, il y a beaucoup de difficultés pour les juniors à rentrer dans le monde du travail, à trouver des entreprises qui sont ouvertes à prendre des juniors, et en plus souvent des gens qui sont motivés et qui demandent juste de l'accompagnement pour pouvoir progresser. Je sais pas si peut-être Antoine, tu as des conseils que tu pourrais donner à des juniors qui actuellement passent des entretiens et ont quelques difficultés, des choses à mettre en avant. Alors, des observations que j'ai pu faire, ce qui peut manquer, le plus souvent, à des profils juniors ou, principalement sur des profils issus de reconversion, ça va être, dans le CV, de mieux évaluer, voilà, à quel point la personne, elle a besoin elle s'auto-déclare avec un besoin d'accompagnement. Je pense que ça pourrait aider de dire: «Ben, voilà, moi aujourd'hui sur telle techno, je suis plus ou moins à l'aise, mais sur ça, j'ai besoin d'accompagnement parce que j'ai envie d'évoluer là-dessus». Ça pourrait aider et puis, de remettre en valeur de leurs expériences passées, des compétences qui sont utiles au travail en entreprise dans la tech. Je me rappelle avoir accompagné quelqu'un à refaire son CV. La personne avait été directeur de magasin dans une boutique à La Part-Dieu. Elle manageait, des gens qui géraient le magasin. Voilà, elle a fait ça pendant 2 ans et en fait, la personne, elle a dit: «Bah, je travaillais dans la grande distrib, le retail, pendant 2 ans». Elle avait pas mis de détails et sur son CV, il y avait, ses expériences techniques. Mais en fait, oui, tu es junior, tu n'as pas d'expérience, tu vas apprendre le métier, mais dans ton CV transpire, tu as managé 6 personnes pendant 2 ans. C'est des compétences que j'ai pas dans d'autres typologies de profils et qui sont des choses hyper rassurantes. Puis ça me dit aussi, c'est une personne qui est fiable, qui a travaillé 2 ans pour le même employeur,
qui s'est levé les matins, qui est allé travailler, etc. Donc moi, en fait, il faut faire attention dans les CV à, je sais pas ce que disent certaines écoles, mais à ne pas omettre les expériences passées parce que de ça découlent des compétences que des fois d'autres profils juniors avec des études longues n'ont pas du tout, quoi. Des gens qui n'ont pas travaillé qui ont pas travaillé avant. Ça, c'est le premier conseil. Et le second conseil, c'est d'éviter de trop s'auto-évaluer avec des notes sur la tech. Les bootcamps, par exemple, j'ai vu des gens avec des 4 étoiles sur 5 sur React, voilà, avec un format de bootcamp de 2 mois. Moi, voilà, ça fait je sais pas combien d'années que je fais du React. Aujourd'hui, je me mettrais 4 étoiles sur 5. Oui, donc il y a une petite différence. Voilà, j'ai pas encore tout de React, mais voilà, je suis bien à l'aise, mais je n'oserais pas me mettre 5 parce que il faut faire gaffe à ça aussi dans les CV sur les auto-évaluations pour rassurer. Et, après, oui, le problème aujourd'hui, ça va être, je pense, le marché de l'économie de la tech où, en ce moment, ben, là, par exemple, on voit un peu moins de recrutement et on voit pas mal d'écoles qui fournissent des campus avec pas mal de gens issus de reconversion. Et ben, les entreprises, il y a relativement peu d'entreprises qui offrent la voie de l'alternance ou du stage ou d'une première expérience junior. C'est assez rare. J'accuserais aussi la période Covid et le télétravail qui permet un peu moins d'onboarder des profils juniors parce qu'il y a moins de personnes dans les bureaux, il y a moins de bureaux. Enfin, on se dit moins, je vais accompagner quelqu'un, même si c'est possible de le faire à distance. Mais en ce moment, c'est assez compliqué parce que pour des postes juniors, il n'y en a pas tellement. Ou alors les gens le font junior parce qu'ils galèrent à trouver un senior et ils espèrent trouver un mouton à 5 pattes parmi les candidatures de junior, quoi. Oui, et du coup, généralement, le problème, c'est que c'est dans ces cas-là Mmh. où c'est peut-être pas la meilleure expérience pour le junior parce qu'on l'a pris dans un contexte qui n'est pas un contexte qui est fait pour lui et la personne n'est pas du tout prête, C'est un n'est pas contexte du de tout prête pour ça, sélection quoi. et pas un contexte d'apprentissage, quoi. On va espérer écrémer et trouver une personne un survivant, une survivante au milieu, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rebondir sur quelque chose, c'est que vous avez tous les deux fait une reconversion. Est-ce que dans les formations que vous avez suivies, est-ce qu'on vous donne des conseils sur ces trucs-là? Est-ce que, je sais pas, vous êtes préparé, il y a des partenariats avec des entreprises, etc. Ou vraiment on vous forme et après vous vous êtes senti un peu laissé dans la nature? C'est ouais, non, les partenariats avec les écoles, je parle de ma propre expérience parce que j'ai fait ma formation dans une école particulièrement en dev et ça n c'est il y a comment dire? Ils tiennent un document dans lequel, on peut trouver les personnes qui sont passées par cette école de reconversion et qui travaillent actuellement dans certaines entreprises ou qui, par exemple, ont trouvé leur alternance, enfin voilà, dans une, entreprise particulière. Mais ce n'est pas un réseau comme on peut l'entendre, comme, je pense, les écoles de commerce notamment où le réseau fonctionne certainement mieux. Vraiment là, il y a aucun, enfin je parle d'expérience parce que j'ai effectivement, bah, fait appel à ce réseau, via l'école et ça fonctionne pas, en fait. Enfin, c'est vraiment, peut-être que c'est parce que pour cette école particulièrement, comment dire? Ça fonctionne moins bien aujourd'hui, mais et que, il a mal entretenu son réseau parce que c'est pareil, ça s'entretient et il y a plus rien qui se fait autour de ça. Donc je dirais que non, le réseau de l'école, typiquement, enfin, à ce sujet, ça fonctionne enfin moi, ça a pas fonctionné en tout cas. Tout à fait. Non, moi, j'ai terminé ma formation, j'ai trouvé du travail, donc je suis libre de parler sur cette formation que j'ai suivie et non, mais globalement, enfin, je sais pas, moi, par exemple, la formation en ligne que j'ai suivie est, je pense, une, machine à manger de l'argent public, mais pas à faire grand chose d'autre et donc il y avait une forme de préparation, je me souviens, dans les cours dans les cours qui nous ont été transmis, il y avait des moments, une petite page, «Préparez votre CV», mais c'était des conseils, extrêmement basiques, quoi, rien de plus et après, comme d'hab, la formation avec, en fait, genre 2 ou 3 salariés, donc ça peut pas aller très loin, quoi, se targue d'avoir un réseau, mais en fait, bon, bah, c'est des étudiants sur un Discord et puis le rapport de gens qui ont trouvé du travail et qui peuvent enrichir ce réseau par rapport à gens qui veulent trouver du travail et qui sortent de la formation
est extrêmement déséquilibré, mais enfin, je sais pas, le ratio est peut-être de 1 un truc comme ça. Du coup, dans ces conditions, le réseau ne peut pas être efficace puisque, pour, la moindre, petite opportunité d'emploi qui se propose, des centaines de personnes se jettent dessus. En tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai utilisé pour ma part. Je souhaite bon courage aux personnes qui utilisent ça. Puis après, il faut savoir faire feu de tout bois aussi, quoi. On peut pas non plus toujours se permettre, de faire la fine bouche et peut-être que si j'avais pas trouvé, bah, j'y serais revenu aussi, quoi, hein. C'est des conditions qui sont difficiles, mais oui, honnêtement, c'est peu efficace et pas la solution magique, mais je pense que j'apprends rien à personne malheureusement quand je dis ça. Je pense que là, je vais m'adresser aux gens qui recrutent ou aux gens en entreprise ou les associations. Si on veut améliorer ces parcours d'onboarding d'écoles de reconversion, mais même d'écoles tout court, il faut une présence d'employeurs dans les écoles et pas toute l'année pour donner des cours, hein. Voilà, association, meet-up, entreprise, il faut qu'on aille investir du temps dans les écoles. L'année dernière ou l'année d'avant, je me rappelle plus, avec Mika, on avait eu l'occasion de le faire, dans une école. Ne serait-ce que venir, discuter un midi et dire: «Ouais, voilà, vous avez, 2 personnes qui sont dans le marché du travail. Bah, quels vont être les conseils qu'ils vont vous donner? Quelles questions vous pouvez avoir?» Ben, ça peut améliorer, le lien, heu de ces étudiants étudiantes avec l'écosystème. Ça permet de les pousser à construire un réseau, autre que juste le réseau de l'école, les inclure dans les communautés. Donc voilà, les entreprises, elles peuvent, travailler leur marque, les communautés peuvent travailler leur image et aider à inclure. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui à être aussi proactif sur ça. C'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas juste passivement attendre, des candidatures, et des candidatures de qualité. Il faut qu'elles conduisent à améliorer les candidatures des écoles de reconversion et il faut le faire, assez rapidement. Moi, je pense que pour être très factuel dans les chiffres, la dernière offre d'alternance que j'ai ouverte, je vais donner des chiffres concrets sur Lyon, ouverte pendant 2 semaines, 2 000 candidatures. Ouverte sur 2 semaines, 2 000 candidatures. Sur les 2 000 candidatures, il y en avait que 200 de personnes qui étaient en alternance dans la région. Donc j'ai pu lire que ces 200 CV-là, parce que voilà, si on veut lire un vrai CV, c'est pas 30 secondes où on se fait un avis, hein. C'est voilà, si on veut prendre du temps sur une candidature, donc j'en ai lu 200. Voilà, sur les 200, j'avais dû faire, 7 ou 5 ou 6 ou 7, je me rappelle, entretiens. Donc voilà, on en est dans ces ratios-là où aujourd'hui c'est quand même compliqué. Donc si on veut améliorer les candidatures, bah, il faut aller agir en école. Donc on devrait refaire ça, Mika, on devrait Ouais. reproposer aux écoles, quand on était allé voir, on devrait le refaire nous en tant qu'asso, Lyon JS, mais tous les gens qui écoutent et qui se disent: «Bah ouais, les CV des jeunes d'écoles de reconversion, ils me vont pas», bah, allez-y quoi, allez leur dire et ils vont les faire mieux, je pense et les écoles vont être très OK à Mmh. faire venir gratuitement des gens en externe, hein, c'est pas un souci. Ouais et puis, c'était un truc que moi j'avais du coup quand j'étais en études, il y avait des entreprises qui venaient nous présenter ce qu'ils faisaient et la dernière fois qu'on y allait avec Antoine, c'était très marrant. C'est parce qu'au tout début, les gens sont un peu freinés et n'osent pas poser des questions et dès que les premières questions arrivent, en fait, on se rend compte que les juniors dans ce domaine-là ont plein d'inquiétudes sur le monde du travail, sur, comment est-ce que ça se passe. Même nous, des fois, en meet-up, on a des juniors qui viennent et qui nous posent des questions. La dernière fois, à un meet-up, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit: «Oui, quand tu as commencé ta première mission, en fait, moi, j'ai» la personne avait peur de produire du code et que ça soit relu par quelqu'un, qu'elle se retrouve avec, des elle m'a dit: «Mais imagine, j'ai 100 commentaires sur ma PR». Je fais: «Bon, alors déjà, tu n'auras peut-être pas 100 commentaires sur ta PR et puis même, c'est quelque chose qui est pas grave, mais j'ai l'impression que les gens ne sont enfin, les juniors, les étudiants, les personnes en reconversion ne sont pas préparés à ça et du coup, se freinent sur pas mal de choses. Donc oui, je pense que c'est important, d'intervenir, dans des écoles, auprès des juniors. Je pense que les juniors, faut pas hésiter non plus à venir, demander des avis, hem, parce que, bah, je pense que vous avez, forcément, plein d'inquiétudes, non? Oui, enfin moi personnellement, quand j'ai enfin, les inquiétudes que j'ai, c'est comment dire?
C'est surtout actuellement, sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que, les entretiens, conduisent tous à des tests techniques ou presque, actuellement. Alors ce que j'ai entendu, c'est que c'est assez varié d'ailleurs, c'est moi, je l'ai vécu comme ça, depuis, le début de ma reconversion, mais beaucoup peuvent trouver sans faire de tests techniques aussi, ça c'est une chose, mais donc mes inquiétudes, c'est quelles sont les attentes vraiment, de ces entreprises qui font faire les tests techniques? Est-ce que c'est vraiment, parce que j'ai entendu, un peu tout et son contraire on va faire un test technique qui est tellement lourd à faire qu'on veut filtrer les personnes qu'on va qu'on va recruter finalement, est-ce que la personne va vouloir aller au bout et cetera? Et après pour le monde du travail en soi, enfin je suis un peu, comme Théo, je suis, reconvertie et j'ai aussi un peu d'expérience qui, qui vient d'un autre milieu, mais qui reste professionnel et il y a pas mal de choses qu'on apprend en travaillant. Donc il y a beaucoup de je pense, de questions que je me pose pas, mais vraiment sur le quotidien. Je trouve que, j'en reviens à la communauté, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai été confrontée à pas mal de personnes qui travaillent dans plein d'entreprises différentes et ça m'a rassurée sur beaucoup, beaucoup de points et ma première expérience dans le dev aussi m'a répondu à pas mal de choses où je me dis: «Mais en fait, je suis capable de faire plein de trucs, en fait». C'est juste, il faut trouver sa place quelque part. Voilà. Ouais, et il faut que les entreprises aient une certaine, tolérance à accueillir des gens qui ont peu ou voire pas de compétences techniques. Aujourd'hui, quand on prend des candidatures, issues de reconversion, moi, je trouve que faire un test technique, c'est une erreur. Une évaluation technique orale en entretien pour voir, heu, j'utilise un vocabulaire, pessimiste, mais l'étendue des dégâts parce que ça va dépendre, de l'organisme de formation, quoi. OK, mais de dire que, voilà, je vais mettre un seuil à partir duquel je ne veux pas discuter avec la personne, niveau technique, je pense que c'est dommage. On est dans des rares métiers où on fait ça. On en discutait avec quelqu'un lors d'un meet-up, vous voyez, des filières d'apprentissage assez plus classiques et artisanales en France, par exemple, plombier, électricien. Quelqu'un qui démarre un CAP et démarre son école de son CAP et son apprentissage en même temps, les premières semaines où tu es plombier, ben, ouais, tu vas porter des tubes en cuivre et tu vas regarder comment ça marche, quoi. Tu vas être vraiment, à regarder comment ça fonctionne et c'est toléré, quoi. Les plombiers, ils disent: «Bah, j'ai commencé comme ça, moi, au début, je regardais comment ça fonctionnait et puis oui, j'ai pas soudé un tuyau pendant 2 semaines, mais au bout d'un moment, on m'a donné des choses à faire, on m'a donné des trucs et nous, ça s'est un peu perdu du fait du contexte, économique où on a dû embaucher énormément. Aujourd'hui, on tolère pas que quelqu'un soit dans une équipe et ouais, ouais, cette personne, j'ai déjà entendu des réflexions de dire: «Oui, mais cette personne junior, mais elle a fait que X points, dans le sprint». Oui, non, mais c'est normal, c'est les compétences demandées, et c'est vont prendre du temps à être apprises, quoi. Oui et je pense que du coup, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que certaines personnes parce que du coup, quand on passe un entretien, encore plus en tant que junior, je me souviens même moi quand j'ai passé mon entretien à Zenica, on a ce truc où on on pense qu'on va devoir, prouver qu'on sait faire une chose et quand j'ai passé mes entretiens, ben, pareil et du coup après j'en ai fait passer plein à Zenica et ça m'a un peu refait changer ma manière de faire les entretiens selon les profils. C'est que moi, quand je suis arrivé pour un stage, j'allais faire un stage dans une techno que je ne connaissais absolument pas et en fait, 2 jours avant le 2 jours avant l'entretien, j'ai lu la doc dans tous les sens en espérant que si on me demandait de faire un truc, par miracle, le code allait tomber du ciel et j'allais pouvoir le réécrire et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé avec, du coup, mon ancien tuteur de stage qui m'a fait passer un entretien technique, mais pas pour regarder si je connaissais la documentation et si je pouvais coder une fonctionnalité sans aller faire une recherche internet. Mais il a regardé ce que j'avais déjà fait. J'ai montré un projet que j'avais réalisé. Il a essayé de regarder si j'étais quelqu'un de curieux, jusqu'à où je pouvais aller creuser, si j'étais capable aussi de dire que je savais pas. Mais à l'époque, et je pense encore maintenant, c'est quelque chose qui peut être énormément traumatisant pour quelqu'un. Les entretiens à base de, ben, on te fait venir un jour passer un entretien sur site,
on te donne un sujet alors que tu es junior et on te dit, ben, code-moi une API avec un front, les deux doivent communiquer. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui ne devrait pas être normal, je pense, pour des profils plus juniors, quoi. Ouais, c'est un autre sujet qui pourrait être celui des mauvaises pratiques de recrutement, on va dire. Oui. Mais et qui touche particulièrement les juniors. Ouais, je trouve ça ton exemple, il est particulièrement absurde, en fait, parce que quand tu embauches un junior ou un reconverti, il ne va pas être dans la position de faire une API où les 2 enfin, le front et le back doivent communiquer. Enfin, ça n'arrivera pas, en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, en fait. Ton junior, il va être encadré et c'est ça qui va faire sa valeur, c'est ça qui va faire sa croissance et c'est ça qui va faire qu'ensuite ça va devenir, quelqu'un, qui va trouver sa place dans ton équipe et du coup, je trouve enfin, le problème, c'est qu'on parle de mauvaises pratiques de recrutement, du coup, c'est pas forcément nous, en tant que gens recrutés, qui allons changer ces pratiques malheureusement. C'est comme ça. Mais je dirais qu'en effet, il faut pas avoir peur d'essayer de faire comprendre à son interlocuteur qu'en fait, ben, quand on arrive en tant que junior, honnêtement, presque tout est à faire quand on arrive et c'est pas grave, c'est comme ça en fait. C'est pas grave, c'est le mieux qui puisse arriver, c'est qu'en fait, si on a des bonnes bases, ben, on fait comme une sorte de réapprentissage et quand on arrive sur le projet, ben, on réapprend comment, les équipes qui étaient là avant nous ont structuré le projet, se sont servis des langages pour faire une application. Mais tout ça, en gros, c'est juste un réapprentissage qui va être plus ou moins rapide selon qu'on a des bons réflexes. Mais on va tous passer par cette phase-là et il faut que ça soit compris dans l'entretien de recrutement et en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est plus que les capacités à délivrer au moment où on est recruté, c'est la capacité à être curieux, s'investir, apprendre rapidement, heu, en autonomie et pas en autonomie, les 2, enfin savoir conjuguer les 2, savoir faire des recherches par soi-même et comprendre des choses, mais aussi savoir demander quand on en a besoin et communiquer avec les autres et ça, c'est des capacités qui sont 1000 fois plus précieuses que à un instant T, savoir, délivrer, je sais pas, certains types d'applications qui en plus ne vont jamais correspondre à ce qu'on fait vraiment dans la boîte. Donc je trouve, c'est c'est difficile en tant que junior. Ouais, et ben écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour de tout le sujet. Je vais vous solliciter une dernière fois. Je vais vous demander par personne si vous aviez un conseil fort, pour, un junior qui arrive dans le domaine de la tech et sinon, si vous avez un message pour, les entreprises ou même les mentors, si vous devez donner, je sais pas, un conseil ou n'importe? C'est grave si j'en ai 2. Non, en vrai, j'ai un conseil pour les gens qui recrutent et qui onboardent et ça m'a été donné et je l'ai déjà lu aussi dans des livres sur du management, c'est quand on recrute quelqu'un, on ne recrute pas en la voyant au jour où on fait passer l'entretien. On doit essayer de se dire: «Comment va être la personne si voilà, je l'onboard pendant 6 mois?» Et est-ce qu'au bout des 6 mois, on voit un espoir de progression? On voit voilà, on se dit: «Ouais, dans 6 mois, ça va à peu près», et voir le vecteur et pas juste, la valeur pure de se dire: «Oui, bon, la personne, elle a pas, il y a pas le bagage suffisant pour que je puisse faire progresser assez». Mais voilà, se voir la personne dans 6 mois, 1 an, c'est un bon truc de se dire: «Oui, bah, en se rappelant nous, nos premières années, nos 6 premiers mois, 1re année de travail», je pense que ça peut être hyper bien. Et puis, moi, je donnerais un conseil et je pense que je vais essayer d'agir dans ce sens aux écoles de reconversion, c'est de, majoritairement, heu, évaluer et faire grandir les profils sur des projets, en tout seul. Parce qu'on a tendance aujourd'hui sur l'école de reconversion à avoir que majoritairement des projets de groupe. C'est pas mal de faire des projets de groupe, mais en fait, on a des profils très divers qui sortent d'écoles de reconversion et on sent qu'il y a des gens qui ont été portés par des groupes et qui ont pas fait grand chose dans leur projet et ça nuit à l'ensemble des profils, de reconversion. Je pense que les écoles devraient revoir ça pour évaluer et aussi avoir un peu de sélection, de prendre les profils qui sont motivés et qui vont faire les projets. Ça va faire, remonter un petit peu, l'estime qu'on peut avoir sur les écoles de reconversion. Voilà mes 2 conseils. Alors moi aussi du coup, enfin je vais avoir des conseils plus pour les personnes, qui cherchent actuellement et aussi pour les entreprises donc 2. Donc pour les entreprises, on va commencer comme ça, prenez des juniors. C'est très important, bah, pour l'avenir tout court, et enfin
si on forme pas les juniors en entreprise, enfin, si on continue pas de les former en entreprise et de les accompagner, ben, en fait, où est-ce qu'on aura nos seniors demain? Enfin, voilà, je vois pas en fait comment c'est possible. Et pour les personnes qui cherchent, je dirais, ou qui sont en reconversion, c'est de se faire entourer de personnes qui, bah, peuvent croire en vous parce que je pense que ça paraît étonnant, mais on en trouve, même si au début on est qu'un petit pion au milieu de, ou une aiguille dans une botte de foin comme on dit, ben, il y a des personnes qui peuvent croire en vous et aussi si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui va vous apprendre à faire un speech, ou une belle manière de se présenter, c'est vraiment un atout. Voilà, ce que j'ai à dire. Moi, je vais faire l'inverse de vous, je vais commencer par le conseil aux juniors. Heu, je dirais, malheureusement, fatalement, l'important, ça va être de se distinguer pour, réussir à rentrer dans le monde de la tech et donc je dirais, oui, que c'est super important d'apprendre à bien se présenter. On en a parlé, enfin, ses forces, ses faiblesses, quoi. Ça veut pas dire, enfin, il faut pas vendre du rêve, mais il faut vendre ce qu'on est et en fait, on s'en rend pas compte, mais on a de la valeur et il faut réussir à vendre ça et je dirais travailler vos bases le plus possible. Enfin, je trouve, ça sert à rien de venir vendre, une connaissance dans quelque chose de super pointu, mais plutôt, il faut être capable de montrer qu'on a une capacité, enfin, qu'on a des bases qui permettent d'avoir une forte capacité d'apprentissage ensuite, un peu sur tous les terrains. Parce qu'en fait, les trucs super spécialisés qu'on fera en entreprise, on attend de nous qu'on les apprenne sur le moment, en fait, en quelque sorte et donc il vaut mieux, pour moi, je fais du front-end, web, heu, il vaut mieux montrer qu'on connaît très bien comment enfin, qu'on connaît assez bien comment fonctionne un navigateur JavaScript, plutôt que de s'investir, énormément dans un framework super spécialisé ou même dans des dépendances de certains frameworks, spécialisés. C'est intéressant d'en faire, hein, si on a de la curiosité, c'est super, mais c'est pas un socle de compétences, je dirais. Pour les entreprises, tout a été dit, les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain. Plutôt que de galérer à recruter des seniors, vous pouvez les créer vous-même, ce qui est une opportunité incroyable. Donc, saisissez cette chance et je terminerai là-dessus. Très, très bien. Et ben, écoutez, moi, je vais finir avec, un dernier petit conseil qui résume un peu tout ça pour justement les juniors de la tech, les développeuses et développeurs de demain. Participer, à des communautés, c'est super important. Il y a des gens qui sont là, qui prennent du temps dans les communautés pour vous créer du contenu qui est souvent gratuit. Vous avez des gens, Antoine a dit qu'il le faisait tout à l'heure, qui sont là et qui peuvent se rendre disponibles pour vous mentorer, si on doit relire des CV, etc. Et c'est vraiment une chance d'avoir ça dans la communauté tech. Donc profitez-en. Et après, comme disait Théo, on sait que la concurrence est rude et qu'il y a beaucoup de gens pour très peu de place, malheureusement. Donc, il faut essayer de se démarquer, travailler sur des projets perso, faites de la veille. Il faut que quand vous arrivez devant le recruteur ou même le senior dev qui va vous faire passer un entretien, il faut que la personne se dise, OK, même si d'un point de vue niveau d'années d'expérience, il n'en a pas beaucoup, on peut faire, une, une très très bonne développeuse ou un très bon développeur avec ce profil. Donc voilà, prenez tous ces conseils. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit pour un prochain épisode très vite. Et puis merci à vous. Merci beaucoup. Merci.